Good Morning Business, le grand entretien. 8h17 et notre grand entretien aujourd'hui, c'est Thierry Trouvé. Bonjour, vous êtes le directeur général de GRT Gaz. Hier, vous nous avez un peu rassuré sur l'état de nos approvisionnements de gaz pour l'hiver prochain. Et puis on a eu l'AIE qui nous dit à l'instant, l'Agence internationale de l'énergie, que malgré le rééquilibrage progressif des marchés du gaz, les risques et les incertitudes sont toujours là. Vous dites la même chose, tous les deux, d'une manière vers moitié vain, vers à moitié vide, où il y a deux situations différentes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Non, je crois qu'on dit la même chose, peut-être pas dans le même ordre. Ce qu'on a dit hier et que je répète aujourd'hui, c'est que la situation est bien meilleure cette année qu'elle ne l'était l'année dernière. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que on a des stockages qui sont bien remplis, donc ça c'était déjà le cas l'année dernière, parce que on a aussi de la sobriété qui a été nettement enregistré dès l'hiver dernier, et puis également parce qu'on a un point d'entrée supplémentaire dans le réseau, un terminal méthanier qui a été installé au Havre et qui va bientôt entrer en service. Il rentre en service quand d'ailleurs le terminal méthanier du Havre ? Prochainement, c'est Total Energy qui est en train de faire les derniers essais. Tous les recours ont été levés, je crois. Oui. Mais prochainement, pour cet hiver-là ou non ? Oui, bien sûr. Oui, c'est une question de jours ou de semaines. Okay. Oui. Bon. Tout allait bien jusqu'à vendredi. Depuis, il y a la guerre entre Israël et le Hamas, avec peut-être des conséquences sur tout le Moyen-Orient, peut-être sur l'Iran, peut-être sur la Russie, qui continue quand même à nous fournir 10% de notre gaz en Europe. Ça fait beaucoup de si, et ça fait quand même beaucoup de nouvelles incertitudes qui se sont rajoutées depuis 3 jours. C'est peut-être ça dont parle l'Agence internationale de l'énergie. Ça, plus un hiver froid, est-ce que ça ne passe pas ? Alors, nous, dans les simulations que nous avons faites, nous avons regardé tout type d'hiver, et sous réserve évidemment que nous soyons suffisamment approvisionnés en GNL, la France est capable de faire face à tout type d'hiver. Alors évidemment, si on rajoute des stress supplémentaires, si à un moment donné, il y a moins de GNL, on peut se retrouver dans une situation plus délicate. Par exemple, les Américains, notamment avec l'éventuelle élection de Trump, décident d'arrêter de trop exporter vers l'Europe parce qu'ils veulent reconstituer leur stock stratégique et parce qu'ils veulent faire baisser le prix du gaz chez eux. Alors là, on n'est pas sur l'hiver prochain, parce que l'élection de Trump, c'est au mieux ou l'année prochaine. Mais donc, au mieux ou au pire. Voilà, je voulais pas le dire. Mais donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de crainte. Si on regarde les approvisionnements de la France en matière de gaz depuis le début de l'année, on a à peu près un tiers qui vient des États-Unis, on a à peu près un tiers qui vient de Norvège, qui n'est pas un pays qui est quand même très instable sur le plan politique. Et puis c'est vrai qu'il nous reste encore... Alors on a aussi, et ça c'est depuis très très longtemps, du gaz qui vient d'Algérie, une dizaine de %. On a aussi un petit peu de gaz qui vient sous forme de GNL et qui vient de Russie, puisqu'il n'y a pas d'embargo sur le gaz russe. Puis on a un petit peu de gaz qui vient du Qatar et à peu près autant qui vient des Pays-Bas. Voilà, le reste, ce sont vraiment des petites choses. Donc la France a quand même un approvisionnement qui est encore qui est toujours très diversifié, comme c'était déjà le cas l'année dernière. Vous misez aussi sur les poursuites des efforts de sobriété de la part des ménages et aussi des entreprises. Vous y croyez qu'on peut aller plus loin que les 10% qu'on a réussi à économiser l'année dernière ? Est-ce que si le signal prix n'est plus là tout de suite, il y a une augmentation de la consommation ou pas ? Alors, c'est pas ce qu'on observe. Les prix se sont assagis, les prix du gaz se sont assagis par rapport au plus fort de la crise l'année dernière. Et pour autant, on n'observe pas de reprise de la consommation. Donc, nous avons, dans nos simulations, nous avons pris l'hypothèse qu'on avait le même niveau de consommation que l'hiver dernier. On n'a pas dit. Donc, un niveau quand même avec beaucoup de sobriété, quand même. Un niveau avec beaucoup de sobriété. Après, on a exploré qu'est-ce qui se passe s'il y a une petite reprise de la consommation. Donc, voilà, la situation est un petit peu plus tendue. Mais ça passe. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que avec l'arrêt total du gaz russe qui arrivait depuis l'Est de l'Europe, évidemment, on a perdu beaucoup de marge dans le système. Voilà. Le fait, néanmoins, d'avoir cette sobriété et d'avoir ce point d'entrée supplémentaire au Havre, ça nous permet de reconstituer une partie de nos marges. Est-ce que le gaz est une énergie d'avenir ? J'imagine que vous allez dire oui parce que vous en vendez, sauf qu'il y a un débat évidemment avec la transition écologique, avec les émissions de CO2. Il y a un débat aussi parce que le gouvernement finalement a renoncé à interdire l'installation de chauffage de chaudières à gaz. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, pour la planète ? Alors d'abord, GRT Gaz ne vend pas de gaz. Non, mais... On ne fait que transporter le gaz des fournisseurs et on veille aux grands équilibres entre la consommation et le gaz que les fournisseurs amènent sur le marché. Alors tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est quelque part provisoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur du gaz fossile et on a dû se reconfigurer en urgence pour passer du gaz russe à d'autres sources. Mais en réalité, toute l'industrie gazière, elle est concentrée sur le verdissement du gaz.
On ne le sait pas, ou on le sait peu aujourd'hui, mais aujourd'hui déjà en France, on a l'équivalent de 2 tranches nucléaires sous forme de production de biométhane à la ferme, issus en général de déchets agricoles. Quand on se projette à l'horizon 2030, on est capable de multiplier ça par à peu près 5, 6, c'est-à-dire qu'on peut faire une bonne dizaine d'équivalents tranches nucléaires pour remplacer finalement la totalité du gaz russe qui était importé en France avant la crise par ce gaz vert produit localement. Et à l'horizon 2050, c'est 100% de la consommation de gaz qui aura baissé d'ici là, parce que efficacité énergétique, électrification, hydrogène également, qui sera faite par du gaz produit en France. Et puis, le gaz, c'est pas que du méthane, c'est aussi de l'hydrogène, et on est aussi beaucoup mobilisé sur ces sujets. Alors on accélère sur l'hydrogène, il y a notamment cet hydrogénoduc qui doit se faire entre l'Espagne et la France. On en est où ? Alors, on a lancé un appel d'offres avec nos partenaires sur ce projet pendant l'été. Donc, on est en train de regarder les offres pour faire des études un peu plus détaillées pour savoir choisir le tracé précisément, puisque c'est un tracé qui va passer sous la Méditerranée, dans le fond de la Méditerranée, donc savoir exactement quel est le meilleur endroit. Mais sur l'hydrogène, avant même ce grand projet, on travaille aujourd'hui pour répondre à des besoins de grands industriels qui cherchent à se décarboner en France. Je pense à la zone de Dunkerque, je pense à la zone de Fos-sur-Mer aussi, ou dans l'est de la France, où il y a des producteurs qui veulent s'implanter, producteurs d'hydrogène, des consommateurs d'hydrogène, des grands industriels, je pense à ArcelorMittal par exemple, qui veulent également changer leur processus pour se décarboner. Et donc il faut relier ces producteurs et ces consommateurs. Ce sont des petits ouvrages, 10, 20, 30, 40 kilomètres. Et ce sont ces premiers ouvrages qui verront le jour dans les années qui viennent, avant la fin de la décennie. Puis ensuite ces grandes interconnexions comme le Barcelone-Marseille. Alors le Barcelone-Marseille qui permettra notamment, pour expliquer, de prendre l'énergie électrique du photovoltaïque espagnol, de le transformer en hydrogène liquide, de le transporter et ensuite de pouvoir l'utiliser comme source d'énergie. Pour vous, pour GRT Gaz, c'est quoi le mix énergétique idéal, je sais pas, 2030, 2040, 2050, entre le gaz, qu'il soit naturel ou qu'il soit effectivement issu de gaz verdi, et l'hydrogène? C'est quoi, vous serez fournisseur d'hydrogène ou transporteur d'hydrogène ou de gaz? Les deux. Et j'ajouterais même, on sera probablement transporteur de CO2. En fait, ce qui est en train de se passer, alors d'abord, il ne faut pas perdre de vue dans la transition énergétique. Certes, on aura besoin d'électricité et de plus d'électricité, mais on ne peut pas tout faire avec l'électricité, avec les électrons. On a besoin de molécules. Et donc, demain, nous transporterons dans notre réseau d'aujourd'hui du gaz renouvelable à la place du gaz fossile. Nous transporterons dans un autre réseau qui sera en partie fait à partir du réseau actuel de l'hydrogène pour ces grands industriels qui en auront besoin. Et puis, il y a un certain nombre d'industriels qui auront quand même de la production de CO2 qu'ils ne pourront pas supprimer. Et donc, ceux-là, ils ont besoin... Ils vont capter ce CO2 et ils vont l'emmener. C'est nous qui allons l'emmener en l'occurrence. Vous allez transporter le CO2, vous allez le stocker ensuite. Mais ça marche, hein, la captation de CO2, la transformation. Alors, parfois il y a des doutes. Le captage de CO2, c'est une technologie qui fonctionne. Ensuite, il y a deux façons d'utiliser le CO2. Soit on peut l'utiliser, l'amener dans des usines, le mélanger avec de l'hydrogène pour faire des carburants de synthèse. Donc ça, c'est pas encore industrialisé, mais c'est des choses qui sont techniquement possibles et qui fonctionnent en laboratoire. Soit l'envoyer vers des champs en mer, notamment, pour le stocker, le séquestrer de manière définitive. Tout ça avec des tuyaux donc de GRT Gaz potentiellement. Tout ça avec des tuyaux de GRT Gaz, oui. C'est quoi le mix alors peut-être 2050? Combien d'hydrogène, combien de gaz, combien de CO2? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. En fait, il y aura probablement encore plus de gaz renouvelable sous forme de méthane que d'hydrogène. L'hydrogène, aujourd'hui, on le voit essentiellement pour des applications de grands industriels, pour de la mobilité lourde, navires, aviation, etc. Et puis le CO2, ça sera vraiment pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement que d'avoir ces émissions résiduelles. On voit toutes ces avancées industrielles sur les questions de transition énergétique, mais on voit aussi des gouvernements qui, ces dernières semaines, reculent sur un certain nombre de décisions, de changements. On a parlé des chaudières au fioul, mais ça peut être sur les calendriers des voitures électriques. Au gaz, pardon. Sur les calendriers de voitures thermiques qui seront plus en circulation. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous dites, vous n'arrivez pas à suivre sur le plan politique? Non, je crois que il ne faut pas le voir comme un recul, il faut le voir plutôt comme le retour du bon
bon sens. Je vous disais tout à l'heure, certes, l'électrification, ça apporte des solutions à plein de situations, mais en même temps, on ne peut pas tout faire avec des électrons, on ne peut pas tout électrifier. Et donc, le gouvernement, quand il dit je ne vais pas interdire les chaudières à gaz, il prend acte d'une réalité, c'est qu'en fait, il y a des situations où on aura encore besoin de chaudières à gaz, peut-être qu'on mettra du biométhane, du gaz renouvelable dedans. Il dit aussi on aura sans doute besoin de pompes à chaleur hybrides, c'est-à-dire un mélange entre une combinaison entre une pompe à chaleur qui fonctionne quand il fait pas trop froid, et puis une petite chaudière à gaz qui permet de passer les pointes. Et donc c'est toute une panoplie de solutions, le bois aussi évidemment, c'est toute une panoplie de solutions qui permet de répondre à l'ensemble des besoins de transition et de décarbonation. Voilà, Thierry Trouvé, directeur général de GRT Gaz. Je rappelle, 3300 salariés, 2 milliards de chiffre d'affaires, 5 ports méthaniers avec le Havre qui va donc bientôt être interconnecté au réseau. Voilà, alors en fait, on n'en a que 3 sur les 5 qui sont présents en France. Par contre, on est aussi transporteur en Allemagne. Merci d'avoir été notre invité.